Bonjour à toute la communauté. Nous sommes ici à l'école chrétienne Emmanuel. Je suis accompagné de Sarah Poléus, de Ronnie Casseus et aussi de Robertson Berlus. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ici pour avoir une conversation quand même sérieuse sur Jason Collins, qui était votre fils. Oui. J'aimerais savoir, premièrement, pour commencer, j'aimerais vous dire merci d'être venu pour parler de ce moment. Nous savons que nous célébrons le 50e anniversaire de l'école et nous avons aussi une bourse qui a été fondée au nom de Jason Collins. Et nous faisons toujours une marche en octobre en son honneur, vraiment pour représenter un peu sa vie, mais il y en a certains de nos auditeurs qui ne connaissent pas vraiment Jason Collins. Donc j'aimerais commencer avec vous, René. Qui était Jason? En fait, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Qui était Jason? Jason, c'était tout un personnage. Jason, c'était premièrement le fils à maman. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'était le fils à maman et c'était l'unique enfant de sa maman. Donc ça a tout son poids. Jason était quelqu'un de passionné, de chaleureux. Jason était un protecteur. Jason était tout le temps en train de « Non, mamie, tu ne veux pas faire ça. Non, mamie, tu ne veux pas faire ça. Oh, la mamie, tu vas sortir comment ?» Donc Jason est réputé pour être un protecteur, un grand frère. Jason était aussi un passionné de hockey. Oui, Comme c'est c'est grave, là. Je pense comme si on lui a injecté le hockey dans les veines. Jason non seulement il était passionné, mais il connaissait toutes les statistiques. Jason était aussi, il aimait beaucoup les animaux. Ouais, il est étonnant, mais il aimait beaucoup les animaux. Il aimait beaucoup le riz. Oui. Jason était un passionné de riz. Est-ce que ça a commencé à l'enfance, son amour pour le hockey ou ça a commencé, oui, quand même assez tôt. Okay. Quand même assez tôt. Bon, comme la plupart des parents, je dirais pauvres. Je l'encourageais à jouer au basket. C'est vrai que les équipements de hockey sont plus chers. Et il a joué au hockey il a joué au basket pendant quelques années. Okay. Et là, il me disait, oh non, maman, j'aime pas. Et ironiquement, il était très bon au basket. Ok. Mais il ne voulait rien savoir du basket. Et là, je lui ai jamais dit que c'était à cause du prix qu'il joue au basket. Mais à un moment donné, quand il a commencé à me dire, non, moi je veux jouer au hockey, moi je veux jouer au hockey. Et là, je me disais, mais cet enfant, il ne connaît pas le prix des choses. Mais bon, comme toute maman qui ferait tout pour son fils, donc on a commencé à faire la démarche, ce qui m'a coûté 2 bras et 2 jambes. Et j'ai inscrit au hockey, d'où il était aussi très beau. Ok. Au hockey, et ben, en fait, il a toujours été le meilleur pointeur de son équipe jusqu'à la fin. Ok, wow. C'est vraiment un sportif comme Ouais. très tôt dans sa vie. Très tôt dans sa vie. Jason aussi a pratiqué multiples sports. Il a pratiqué le basket, le hockey, taekwondo, le karaté. Ouais. Donc Jason était travaillant. Il a commencé à travailler, je pense, dès 13 ans, 14 ans. Ok. Donc, ouais. Et puis Jason était très impliqué aussi dans sa communauté. Donc surtout, en fait, jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Montréal-Nord un peu partout, les jeunes vont vous dire « Ah, moi si j'ai commencé à jouer au hockey, c'est à cause de Jason, parce que Jason nous parlait toujours de hockey. » Et justement, avant sa mort, il était en train de travailler à la mise sur pied d'un organisme qui viendrait en aide aux jeunes défavorisés désirant jouer au hockey, parce qu'il a fini par savoir que ça coûtait un bras, le hockey. Et puis lui voulait venir en aide aux enfants qui n'avaient pas les moyens, que les parents n'avaient pas les moyens pour leur permettre de jouer au hockey, parce qu'il me disait « Maman, je sais maintenant tous les sacrifices que ça t'a coûté et moi je vais offrir aux jeunes cette opportunité de jouer au hockey. » C'est vraiment merveilleux. Chaque fois que j'entends parler de Jason, j'entends toujours le même genre de témoignage. Je sais que toi, Sarah, tu as côtoyé Jason. Fait que tu peux nous parler un peu plus de comment c'était back in the days. C'était un peu fun. Au secondaire, on est allé à l'école ici. Puis c'est drôle parce que des fois, quand on allait entre les pauses, là, entre les cours, puis on se rejoignait dans les corridors puis on parlait de hockey justement. Puis il était comme Sarah, Carey Price là, il est pas bon, les Penguins c'est les meilleurs. Je sais pas pourquoi tu
t'es encore fixé avec les Canadiens, faut que tu switches pour aller avec les Pingouins. Puis moi, je disais, non, les Canadiens, c'est les meilleurs et tout. Et je me rappelle aussi comment il était tellement, on disait, un papa, genre un grand frère qui était présent. Une fois, j'ai vécu une situation difficile, puis il était arrivé, ça donnait qu'il était arrivé en retard à l'école. Et puis il était là dans le corridor, puis j'étais en train de pleurer. Il m'a juste pris et il m'a serré, puis il m'a dit, ça va bien aller. Puis c'est comme, on dirait que ça s'est bien passé, puis je vais toujours garder ce souvenir vraiment précieux dans mon cœur. C'était vraiment comme un grand frère pour moi aussi, puis il jugeait jamais les gens, puis il était toujours de bons conseils. Fait que moi, c'est ça que je me rappelle de Jay, puis il va toujours rester dans mon cœur et quelqu'un que je vais toujours apprécier énormément. C'est ça. Je sais pas si Mia aussi quelque chose. Dans le fond, pour moi, Jay, je ne sais même pas comment décrire ça. Je connais Jay depuis qu'il a quoi, 12 ans, je pense, 13 ans. Je le connais depuis quand même longtemps. Avant même d'être son beau-père, c'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à connaître. Une très belle relation que j'avais avec lui. Jason, qu'est-ce que j'aimais beaucoup de Jason, c'est que c'est une personne qui est en constante évolution. Tu sais, on pouvait lui dire que ça, c'est pas correct. Indépendamment s'il s'énervait, s'il se fâchait, ben, il avait un processus de réflexion, puis il revenait avec le sujet. Il dit, oh, on avait parlé de ça, j'y ai réfléchi, j'y pense. Oui, c'est vrai, ça fait du sens. Fait que c'était quelqu'un qui était... C'était quelqu'un de facile. Tu sais, puis surtout, tu sais, quand on parle du rôle de beau-père, c'est toujours compliqué de savoir comment s'introduire, comment prendre sa place auprès de cet enfant-là et tout. Ben, lui, il rendait ça facile. Tu sais, on pouvait avoir des discussions, on avait des échanges, des réflexions, puis suite à ça, il revenait. Il revenait, fait qu'il y avait vraiment cette espèce de proximité-là. Et je pense avant que moi-même, j'essaie de prendre une place, lui me donnait la place. Je pense même qu'il a tellement ouvert la porte que j'avais comme pas le choix de le prendre. C'est vraiment ça, avec lui, il y avait cette place-là, puis je pense qu'on s'est complété parce que lui il avait un manque de ce côté-là aussi. Donc ça a permis vraiment de créer cette chimie-là, puis je pense que jusqu'à la dernière seconde, on avait une très belle relation. Je pense qu'on n'a jamais eu de conflit. Donc c'est ça que j'ai. Fait que Jason, c'est vraiment quelqu'un que, tu sais, qu'on parle de apprendre, comprendre, évoluer, c'était Jason. C'est pas quelqu'un qui était borné ou quoi que ce soit. Là. Des fois, il fallait le forcer un peu, mais une fois qu'il embarquait, puis il dit oui, c'est vrai, tu avais raison, puis il sait reconnaître. Il sait reconnaître ça, puis ça, c'est une grande force là, chez les jeunes, surtout d'aujourd'hui. Oui, donc tout ce que j'entends quand il s'agit de Jason, c'est vraiment ce genre de sagesse qu'il avait, qui ressort, et surtout son amour aussi pour les personnes en général. On posait une question qui est un peu plus peut-être difficile à répondre. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que beaucoup de personnes sont au courant qu'il y a eu un meurtre, mais pas beaucoup de personnes savent vraiment c'est quoi les détails et qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais partager avec nous un peu. Ben, en fait, le soir du 10 août 2022, on était à la maison et puis on a eu un appel comme quoi qu'il y aurait eu une fusillade à Montréal-Nord et qu'il se pourrait que Jason soit mort. Donc on a été sur les lieux et puis de fil en aiguille, on s'est rendu à l'hôpital pour apprendre quelques heures plus tard que parmi les victimes, Jason était celui qui était décédé. Et il y a eu une autre victime jusqu'à aujourd'hui qui vit encore avec une balle dans le corps. Il en avait pris deux, on lui en a enlevé un dans le corps et il vit avec l'autre. Et puis il y a eu deux autres aussi qui ont eu le temps de s'échapper. Mais donc c'était supposément des gens qui cherchaient quelqu'un. Ils n'ont pas trouvé la personne et ils se sont dit, nous n'allons pas retourner les mains vides, nous voulons marquer des points. Donc les premières personnes qui trouvaient sur leur chemin allaient faire les frais. Et il se trouve que c'était Jason qui était devant une école qui sont habitués d'aller régulièrement pour se rencontrer. C'est lui qui a fait les frais. Oui. Puis qu'est-ce qui est difficile, c'est que tout le processus a été
été assimilé à une histoire de gang de rue, alors que je crois personnellement que peut-être dans d'autres circonstances, avec d'autres communautés, on aurait parlé de mass shooting. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé. Tu as 4 jeunes qui sont habitués d'être à cet endroit-là, tellement que les voisins les connaissent, ils sont là, ils discutent, ils parlent ensemble. Tu as des gens qui viennent en auto qui débarquent de l'auto, qui tirent sur des inconnus. Wow. Fait que c'est ça qui s'est passé. C'est pas des gens que Jason ni ses amis connaissaient. Jusqu'à aujourd'hui, le chef de police, Fadi Daguerre, il a même dit, fait que probablement ils ont enquêté, qu'ils étaient totalement innocents, les 4. Il y a un inspecteur qui m'a dit de toute sa carrière, c'est la 2e fois qu'il enquête sur un dossier que les gens sont 100% innocents. Donc il n'y a absolument rien à leur reprocher, autant à Jason qu'à ses 3 amis. Donc moi, ça reste au niveau du match shooting, mais compte tenu de, comme on l'avait dit, Jason, c'est un grand gaillard et tout, fait que quand on ne le connaît pas, on peut lui prêter des intentions et tout. Et ses amis, son autre ami est aussi grand, fait que puis c'est 4 jeunes noirs haïtiens. À Montréal-Nord. Puis ça s'est produit à Montréal-Nord par d'autres personnes qui sont arrivées cagoulées. En tout cas, donc on a eu le traitement qui s'apparentait avec l'image que ça envoyait. Donc là, on a parlé très, très brièvement de l'histoire de l'hôpital, mais il faut comprendre que nous, on est arrivés dans l'hôpital, on parlait avec la personne qui reçoit à l'hôpital, je ne sais pas si c'est une infirmière ou peu importe, un infirmier plutôt. On nous a demandé d'appeler le 911 alors qu'on était à l'hôpital. Donc c'est le 911 qui devait nous dire qu'est-ce qu'il y en était. Donc on a dû appeler. Là, le 911 m'a dit quelqu'un va m'appeler. J'ai dû appeler au moins peut-être 4 fois, quelque chose comme ça, je ne m'en rappelle plus, j'ai arrêté de compter. Ça c'est la nuit, ça c'est Oui. pas... Wow. En fait, pendant ce temps-là, nous on est là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas si Jason est réellement là, on ne sait pas s'il est blessé, on n'a aucune idée, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. On ne sait même pas combien de victimes officielles qu'il y a par rapport à tout ça, donc nous on ne sait pas. On ne sait pas, puis c'est au bout de, je ne sais plus, peut-être 1 heure, non 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, 1 heure et demie. Je reçois un appel de l'enquêteur. Il me dit ok, allez chez vous, on va venir vous rejoindre. Je dis ben non, on est déjà à l'hôpital, pourquoi on irait il a dit ok, ben je vais vous rappeler dans quelques minutes, je pense dans une dizaine de minutes, quand je vais être là. Je dis ok. Et là 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes passent. Et vous savez que dans ces moments-là, 1 minute, chaque minute c'est 10 heures. Ouais. C'est 10 heures. C'est même pas 1 heure, c'est 10 heures. Ouais. Tu sais, parenthèse, là, c'est. Si j'ai pensé après coup là, aux parents d'Ariel, nous on a fait quoi, quelques heures sans savoir qu'est-ce qui se passe. Eux, ils vivent avec ça en permanence. C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et pour nous appeler après, pour nous dire de nous les retrouver dans un coin de rue. Mais on est déjà j'ai à l'hôpital. Pas vraiment à l'hôpital parce que les gens de l'hôpital nous ont demandé d'attendre à l'extérieur. Ok. Oui, donc on était à l'urgence, mais on devait attendre dans le stationnement de l'urgence. On ne pouvait pas attendre à l'intérieur de l'hôpital. Fait qu'on attendait à l'extérieur. Des fois, on rentrait pour demander, puis la nuit, il commence à faire froid. Mais bon, fait qu'on est dehors, puis graduellement, les gens s'accumulent parce que les jeunes ils veulent savoir. Fait que tout le monde vient, tout le monde est dehors dans le stationnement, ils attendent. Wow. Là, nous, on nous dit de venir rejoindre un coin de vue. Je dis, mais c'est pas notre coin. On parle de l'hôpital Santa Cabrini. On va pas là, on sait pas, c'est pas notre quartier du tout. Il dit, oui, descendez la côte, regardez, vous allez nous trouver. Le stationnement, c'est un cabriolet fait en pente. Oui. Donc, nous, on descend, on regarde à gauche, on regarde à droite, on voit des lumières au loin. Ça doit être eux. On marche jusqu'au stop, c'est l'enquêteur. Puis c'est là qu'ils annoncent la nouvelle. Comme dehors, dans le froid, debout, toute cette attente. oui, dehors dans le froid. Et il faut comprendre aussi que. Ça, c'est à Montréal. Oui, à Ça Montréal. se passe ici au Québec. Ils sont arrivés. Ouais. Oui, bonjour, vous êtes Mme Cassius. Oui. Bon, ici, ils se sont identifiés. On n'a pas une bonne nouvelle, là. Il y a une fusillade ce soir, puis votre fils Jason Collin est mort. Wow. Fait que c'est.
Il faut comprendre aussi que O'Neill, elle a des conditions de santé qui sont particulières. Le froid, le stress, l'émotion peut provoquer des crises au niveau de la drépanocytose, l'anémie. Donc, ça a été annoncé dans ces conditions-là par rapport à elle. Fait que là, moi, j'ai dû la retenir, la ramener auprès de l'hôpital, auprès des jeunes, et marcher, aller chercher l'auto, ramener. Puis là, ce sont les jeunes à qui on a travaillé pendant des années, les amis de Jason aussi, qui ont pris le volant, qui nous ont ramenés à la maison. Fait que c'est la communauté, dans le fond. Ouais, c'est la communauté de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui qui, je dirais, prend soin de nous. Et nous, on essaie tant bien que mal de prendre soin d'eux. Donc, c'est du mutuel comme ça. Donc, c'est ça. Résumé, puis j'ai fortement l'impression que ce traitement-là est associé à l'image que les gens se sont faites parce que ce sont des familles de gangs de rue, alors que aucune famille ne mérite ça. Peu importe le choix de l'enfant, peu importe comme un parent reste un parent, personne ne mérite ça. Et même l'enfant ne mérite pas d'avoir un tel traitement comme la personne c'est ça. Fait que aussi, moi j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on peut au moins voir le corps? L'enquêteur m'a dit, on ne sait pas s'il est dans cet hôpital-là. Je dis, mais il est où? Il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, ok. Je vous donne l'intégral parce que je pense que c'est important de comprendre. J'ai dit, ok, là on rentre à la maison. Effectivement, on ne dort pas vraiment de la nuit. Il n'y a pas de nuit, c'est comme interminable. Le matin, je commence à faire des téléphones parce qu'on m'a dit que le corps n'est pas à Santa Caprini. Donc là, moi, j'appelle à tous les hôpitaux que je peux trouver. Aucune réponse. Il faut comprendre aussi, après, j'ai compris aussi que quand il y a des histoires de coups de feu et tout, ils ne divulguent pas le nom de la personne s'il serait dans l'hôpital. Fait qu'il pourrait être... mais là, dans ce cas-ci, nous, on est les parents, on est identifiés parents. Il est décidé, on devrait pouvoir avoir accès à l'information. Là, je parle des autres hôpitaux par téléphone, c'est logique qu'ils ne le donnent pas. Mais nous, là, on est avec enquêteur. Fait qu'on fait toute la tournée, rien du tout. Je dis, c'est quoi? Ils ne vous donnent pas les noms, non? Non. Fait que les autres hôpitaux qui ne nous donnent pas, c'est logique parce que j'appelle par téléphone, on ne me connaît pas. Exactement. Peut-être que j'appelle pour finir le travail. Voilà. Il y a plein de possibilités. Fait que là, j'appelle mon ami, vu que je n'étais pas en état de conduire. Et je suis retourné sur les lieux de l'incident à Montréal-Nord. Et je me suis adressé à... Ici, il y a toujours une espèce de zone de sécurité, sécurisée et tout. Je me suis adressé aux policiers qui étaient là, qui surveillaient la zone. Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de parler à l'enquêteur responsable du dossier ou de donner mon numéro pour qu'il m'appelle en m'identifiant clairement que je suis le beau-père de Jason, voici. Là, il m'a dit, on ne donne pas d'informations. Je ne vous ai pas demandé d'informations. J'ai dit, vous proposez de me donner mon numéro ou de me faire parler à l'enquêteur. Où est l'information que je demande? Là, il me dit la même chose, je n'ai pas demandé d'informations. Il me dit, vous êtes qui, vous? Je dis, le beau-père de Jason. Là, il me dit, on ne donne pas d'informations, beau-père, vous n'êtes pas du même sang. Wow. Ouais, il dit ça comme ça. Puis il y a mon ami qui est en retrait, qui observe la situation. Là, il fait ça à mon ami, est-ce que ça va? Mon ami hoche de la tête, signe ouais, ça va. Puis il dit, est-ce que tu parles français? Wow. Il y a un profilement qui se passe oui, durant ce moment. Oui, à ce moment-là, là c'est comme. Là, il dit, ben, c'est quoi le rapport? Comme, j'ai pas demandé d'informations. Hein, puis heureusement, au moins, il y a deux autres policiers. Parce qu'il y a plusieurs barrages, il y a deux autres policiers un peu plus loin. J'ai dit la même chose. Ils ont dit, attendez un instant, ils ont appelé l'enquêteur. Une enquêtrice en fait compte. Elle m'a parlé au téléphone. À travers leur téléphone, elle m'a parlé au téléphone. Elle m'a dit, voici, le corps de Jason est à la mort. Quand est-ce qu'on va le prendre? On ne sait pas. Peut-être une semaine et tout. J'ai dit, ok. Fait que là, nous on fait quoi? Fait qu'on prépare des funérailles. On prépare tout ce qu'il faut préparer sans avoir la certitude que c'est réellement Jason. Sans avoir vu Jason. Et tout ça, ça dure 3 semaines. Ouais. Pendant 21 jours. Ouais, ça dure 3 semaines où on magasine un cercueil, on magasine un salon funéraire, on magasine un costume, on magasine le cimetière. On fait tout ça sans savoir est-ce qu'on fait ça pour la bonne personne.
c'est là qu'on est. Puis par la suite, d'ailleurs, un gros merci à Jean Nixon, c'est lui qui avait pris en charge toute cette démarche-là avec nous par rapport aux funérailles et tout. Et on fait tout ça. Les amis de Jason nous aident financièrement à pouvoir arriver à tout ça. Et, la journée des enterres de funérailles, en fait, je pense que le salon funéraire a reçu le corps de Jason peut-être 2-3 jours avant. Sauf que l'ayant reçu, ils doivent le préparer. Là, il dit quand il ne sait pas ici, il va être présentable. Parce qu'on parle de plusieurs projectiles. Fait que le temps que tout soit fait, nous, on a vu Jason le jour des funérailles, 15 minutes avant les invités. Dès qu'on est rentré d'abord, on a regardé, on a identifié Jason pour la première fois à ce moment-là. Et par la suite, les gens sont rentrés et les funérailles ont commencé. La cérémonie a commencé et tout. Puis c'est ça, ça a été ça. Je résume parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires encore. Il y a parce que le traitement, le comportement ne s'est pas arrêté là. On a eu d'autres choses, mais je pense que pour le moment, ça va être suffisant là. Il y a eu beaucoup de choses. Premièrement, merci d'avoir partagé ces faits. Je pense que les mots me manquent pour dire à quel point c'est assez aberrant qu'on puisse vivre une situation comme ça, dans cette situation. Puis de voir des fois le mépris, puis j'aime la manière dont personne tu stipules, je pense que si ça aurait été une autre communauté, parce que je pense que dans tout ça, moi, personnellement, quand nous faisons la marche, parce que nous, on est situé, l'école est située dans l'ouest de l'île, West Island, très anglais, un quartier assez affluent quand même, les personnes sont assez aisées. Souvent, ça fait comme un genre de contraste très bizarre de parler contre la violence, de parler de la paix, puis au nom de Jason, mais je pense que souvent, le but vraiment de la marche, quand les élèves nous posent la question, on leur dit, c'est exactement pour ça que ça nous encourage à le faire ici. Parce qu'il y a une conversation qui n'a pas lieu. Il y a une place où sur la même île, des personnes vivent des injustices qui sont aberrantes, qui sont inhumaines, et que quelques kilomètres plus loin, on n'est même pas au courant. Puis on va, durant peut-être cette nuit-là, quelqu'un sort ses ordures, puis il y a un chat qui passe, puis c'est tout. Tandis que la même ville, il y a de la souffrance. Puis je pense que Jason devient un peu ce genre de contraste. Je veux dire, il amène la lumière et aussi, c'est comme il amène une conversation vraiment. Parce que c'est plus que juste un jeune qui aimait le hockey puis qui vient de Montréal-Nord. C'est un jeune qui vient avec l'amour, l'espoir, la manière de créer une communauté qui est capable de supporter même après qu'il trépasse. Puis il emmène ça dans l'Ouest, mais il ramène ça aussi à la maison. J'aimerais rapidement parler un peu de la conversation. Comment vous avez trouvé Emmanuel? En fait, ce qui arrive, c'est que justement, nous, on habite à Montréal-Nord pendant l'enfance de Jason. Et puis, donc Jason a été à l'école primaire du quartier, comme tout enfant. Okay. Et ensuite, il est rentré au secondaire à l'école Henri Bourassa. Et à partir de secondaire 2, Jason a commencé à avoir des difficultés d'apprentissage. Et je ne pourrais pas vous dire nécessairement quelles sont les difficultés parce que le professeur disait juste que Jason ne répond pas. Donc, ils l'ont mis au fond de la classe. Wow. Comme il ne dérangeait pas, alors on l'a laissé là un peu comme un paquet. Donc, s'il dérangeait, on aurait appelé, mais comme il ne dérangeait pas, on l'a mis au fond de la classe. Et puis, à un moment donné, j'appelle l'école à plusieurs reprises pour savoir qu'est-ce qui peut être fait pour l'aider, à quel niveau, quelle matière. Donc, jamais de réponse, jamais de retour. Et à la fin de l'année, je reçois non seulement le bulletin, mais une lettre qui dit que Jason va aller en prolongation. Ok, prolongation. Va aller en prolongation, c'est qu'il va faire secondaire 2 et 3. Oh, ok. Quelque chose comme ça. Parfait. Par contre, ayant été impliquée durant toute l'enfance de Jason dans les écoles, donc j'ai été 3 ans
en tant que présidente de l'école primaire du quartier et j'étais aussi sur le CA de l'école Henri Bourassa, donc je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais. Je comprenais l'étiquette qu'elle a mise sur Jason. Il va y avoir des répercussions sur ce genre de... Oui, donc où est-ce qu'on va probablement demander une subvention pour lui, on va lui mettre une étiquette jusqu'à la fin de sa vie, puis enfant en difficulté. Donc parce que je connaissais justement ses secrets, j'ai décidé que mon fils n'allait pas faire partie des statistiques et il n'allait pas nourrir un système qui n'a pas nécessairement envie d'aider ceux qui doivent être aidés. Et c'est peut-être là ce que je vais dire, sauf que plusieurs enfants ont besoin d'aide, mais très souvent ne reçoivent pas l'aide adéquate. Les enfants deviennent plutôt une statistique, un numéro pour avoir plus de subventions dans cette école. On est catégorisé comme problématique, mais ce n'est pas réellement l'enfant qui est aidé parce que l'enfant est mis là comme un objet avec d'autres problèmes et très souvent ça s'empire. Alors là, moi je me suis dit, c'est pas vrai que mon fils va devenir une statistique, ce n'est pas vrai qu'il va servir à subventionner une école juste pour subventionner. Et là, j'ai commencé à faire des démarches. Dans la foulée des choses, vers 14 ans, Jason, dans un processus de quête de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur et Jason a donné sa vie au Seigneur la même journée que moi, à 14 ans. Donc à 14 ans, Jason a donné sa vie au Seigneur, donc a fait la prière à travers, après un processus, je pense, de mois dans une église, parce que je pense qu'il y avait un temps de jeûne et prière. Et à mon grand étonnement, on a donné notre vie au Seigneur en même temps. C'est ironique. Et de là, je me suis dit, ben, Seigneur, tu ne peux pas m'avoir donné un seul enfant et que c'est comme ça que les choses vont se dérouler. Et j'ai commencé à chercher. Et j'ai une copine que son enfant venait ici et elle m'a dit, oh, moi là, je te dis, je te recommande l'école chrétienne Emmanuel, mais je ne connaissais pas cette école. Et là, elle m'a dit, je te dis, oh, moi c'est cette école qui m'a aidé avec Shakyou. Tu n'as rien à perdre. C'est sûr que ça coûte quand même un peu, donc voir qu'est-ce qui peut être fait. Et là, j'ai commencé le processus. J'ai contacté plusieurs écoles privées. Ça n'a pas abouti. Et j'ai rédigé une lettre expliquant toute la démarche, pourquoi est-ce que je voudrais que Jason aille dans une école chrétienne. Parce que de un, à cause de nos croyances, et parce que j'avais aussi besoin de le retirer de l'environnement de Montréal-Nord, de l'école Henri Bourassa. Parce que quand un enfant commence à démontrer des problèmes d'apprentissage, ce n'est pas nécessairement qu'il ne comprend pas ou qu'il n'est pas capable d'apprendre, c'est la façon des fois qu'il ne le rejoint pas. Puisqu'on traite tous les élèves pareils, mais les enfants ne sont pas pareils. Okay. Donc, Dieu a ouvert les portes et Jason a été accepté à Emmanuel. Et c'est là qu'a commencé l'aventure. Au début, Jason trouvait que j'étais pas la maman cool. Ah, mamie, pourquoi tu me changes d'école? Là, l'école est quasiment à 2 heures. Oui, c'est vrai. Et là, blablabla. Donc, Jason n'était pas du tout content. Pour que quelques temps après, oh, mamie, tu es la meilleure. Là, il a commencé à trouver ses repères. Il a trouvé M. Jebusson, il a trouvé Sarah, il a trouvé Alex. Il s'est trouvé, en fait, la famille qui lui manquait. Parce que Jason, jusqu'à sa mort, est demeuré mon enfant unique. Donc, j'étais sa mère, j'étais son père, j'étais avant que son beau-père prenne sa place. Donc, j'étais tout ce que Jason avait. Sa grand-mère maternelle est décédée il y a au moins 20-30 ans. Donc, j'étais la seule famille concrète que Jason avait. Donc, quand il est arrivé à Emmanuel, il a trouvé la famille qu'il avait besoin. Il a trouvé aussi la place pour être différent. Parce que ça, on l'oublie souvent, les jeunes peuvent être différents. Leur façon d'apprendre est différente. Jason, c'était pas compliqué. Quand on voulait qu'il comprenne, on transformait tout en hockey et tout devenait clair. C'était son langage, c'était le hockey. Okay. Et donc c'est comme ça que... Ça devait marcher avec M. Jubisson. M. Jubisson, en fait, c'était M. Jubisson, c'était la référence de Jason. Ouais. Il parlait tout le temps de M. Jubisson. Et il a trouvé en M. Jubisson le père qu'il n'avait pas. Et puis, de fil en aiguille, il a passé 4 ans ici. Et Dieu m'a permis pendant les 4 ans de payer l'école. Parce que ça aussi, il faut le dire. Donc, j'ai pu, je pense, occuper 2 emplois. Mais pour moi, c'était important que je donne une chance à Jason de voir autre chose, de rencontrer d'autres gens et d'ouvrir aussi ses horizons. Okay. Et jusqu'à aujourd'hui, si c'était à refaire, s'il faudrait que je retourne faire la vaisselle quelque part, je ferais ce choix. C'était
pour avoir le meilleur choix que j'ai pu faire pour Jason. Et Jason, jusqu'à la fin, Jason a terminé l'école et il parlait encore d'Emmanuel à tous les jours. Mamie, Emmanuel, mamie, tu comprends pas, mamie. Il était omnibulé par cette école. Ça fait plaisir à entendre, mais surtout, je pense que oui, c'est bon à entendre, mais il y a un autre côté où maintenant, nous, en tant qu'institution, nous sommes honorés d'avoir eu Jason dans nos murs, puis d'avoir eu aussi Jason comme le fruit des labeurs et des efforts des professeurs ici. Parce que ça fait partie vraiment de notre mission. D'ailleurs, notre slogan, c'est vraiment plus qu'une école, nous sommes une famille. Mais aussi de voir qu'il était capable d'amener la lumière qu'il a trouvée ici, puis l'a ramené aussi là-bas à Montréal-Nord. C'est quelque chose. Donc, ça explique aussi le pourquoi on a cette marche, le pourquoi on a cette course pour encourager plus de familles. J'espère qu'à la maison, vous comprenez un peu plus que le plus on donne à cette bourse, le plus on peut avoir vraiment l'héritage de Jason qui continue à travers les nouveaux élèves que nous recevons. Parlant d'héritage, peut-être le mot de la fin. Quel est, si jamais vous pouvez nous dire en quelques mots, l'héritage vraiment que vous voudriez que tout le monde se rappelle quand on parle de Jason? En fait, Jason, c'était un semeur de joie. Jason était un protecteur. Jason était contre l'injustice. Il détestait l'injustice. Jason détestait la violence. Et partout où est-ce que Jason allait, il amenait avec lui cette aide, cette lumière, cette compassion. Jason, en fait, était amour. On dit que Dieu est amour, mais Jason, il avait cette capacité d'aimer tout le monde, même quand on ne comprenait pas. Et même dans la sphère amicale de Jason, il avait toutes sortes d'amis. Et pour lui, Jason était rassembleur. Jason a rassemblé les 4 coins du Canada, c'est même pas exagéré. Et tout le monde te dit, si c'était pas pour Jason, on ne se serait jamais connu. Si c'était pas pour Jason, Jason a rassemblé l'Est à l'Ouest. Montréal-Nord, Montréal-Sud, Jason a rassemblé les 4 coins. Et tous les gens, quand ils se rencontrent aujourd'hui, te disent moi je viens de l'Ouest, moi j'ai connu Jason, moi je viens de l'Est, j'ai connu Jason. Et partout où est-ce que Jason a été dans des villes à l'extérieur, à cause du hockey, d'autres matchs et tout ça, et partout où est-ce que Jason allait, les gens tombaient en amour avec Jason. Donc il avait cette capacité de ramener les gens ensemble. Donc Jason c'était un rassembleur. Et quand il était là, il n'y a pas de chicane là, on va s'entendre. Et puis tout le monde va être ensemble, on va avoir du bon temps. Et la vie est simple avec Jason. C'est merveilleux d'entendre. Aussi peut-être quelques mots envers ça avant qu'on parte. J'ai oublié la question. Un héritage, quelques mots pour nous dire c'est quoi vraiment un héritage quand vous pensez à Jason que vous aimeriez que les personnes se rappellent. Mais je pense que les gens doivent se rappeler de toujours être un élément de changement. Je pense que c'est ce que Jason était. Jason, oui, il y a beaucoup de choses qui le déplaisaient dans la vie, mais il essayait d'améliorer la vie autour de lui. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour améliorer la vie des individus autour de lui. C'est avec les capacités, avec les niveaux qu'il avait, de voir que il voulait monter l'organisme pour aider les jeunes par rapport au hockey. Il n'était pas plus riche, mais lui s'est organisé pour essayer d'avoir des dons, avoir de l'équipement, avoir des choses à son niveau. Donc c'est pas avant qu'il faut être millionnaire, il faut ci, il faut ça pour pouvoir faire un changement. Comme le changement, tu le fais à ton niveau. Et Jason, il l'avait compris ça, il le faisait à son niveau. Puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, que il faut être une lumière justement autour de soi, il faut être un élément de changement. Et je pense que surtout dans les communautés chrétiennes, c'est à ça qu'on est appelé. Et Jason l'a démontré. Donc je pense que c'est important de retenir ça comme héritage, au lieu de se plaindre, comment est-ce que moi je peux transformer l'environnement autour de moi. Je pense que c'est la chose la plus importante qu'il faut voir à ce niveau-là. C'est vraiment bien dit. Je pense que c'est quelque chose dont on va se rappeler beaucoup et souvent. Il faut toujours qu'on passe à la mémoire de Jason. Et vraiment, cette marche, c'est vraiment en l'honneur de ça. La transformation, pour vraiment amener le monde ensemble, la communauté chrétienne, mais aussi accepter les personnes comme ils sont, puis transformer.
On va dire remercier, merci énormément d'être venu aujourd'hui. Merci à toi aussi, Sarah, d'être parmi nous. Je sais que tu es là tous les jours en train d'enseigner, mais merci d'avoir partagé avec nous aujourd'hui. C'est ça tout pour aujourd'hui. Vous qui nous écoutez, nous aimerions encore vous remercier de nous avoir écoutés. Et nous prions vraiment que ce temps a été un temps où vous avez pu apprendre un peu plus sur qui Jason Collins était et aussi ce que sa vie représente encore pour nous ici à l'école chrétienne.